soit des idées qui sont venues d'une analyse du marché, soit des idées qui sont venues de l'amont. Donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors l'INRA, vous le connaissez, je pense, mais plus par Jean-Claude Flamand, par Hervé Haussard, par Hubert de Rochambeau ou par les chercheurs que vous voyez sur tel et tel projet. Alors aujourd'hui, je suis venue donc en tant que présidente de l'Institut, modestement, parce que je connais beaucoup moins qu'eux vos questions et ce qui se fait ici en région. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir un panorama plus global géographiquement. Et donc, c'est à partir de là que je voudrais vous parler de l'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires, vue par quelqu'un qui est du côté recherche. Donc, dans l'innovation, vous le savez, il y a beaucoup de participants. Il faut souvent d'abord voir quelle est la demande. Donc c'est un point de vue sur l'innovation et c'est celui-là que je vais vous présenter. De fait, c'est un pari de vous parler des innovations dans les agrochènes en 20 minutes. Donc je vais plutôt faire des flashs, essayer de vous faire un peu rêver, parce qu'il me semble que l'avantage de la recherche, c'est qu'on regarde dans l'avenir et quelquefois on explore des pistes qui sont assez fascinantes. Alors je vais commencer par, si j'arrive à... Voilà... c'est pas le début. Oui, je vais commencer par parler du contexte. Finalement, quels sont les défis? Maintenant, on dit souvent les défis, les enjeux, vous savez, ces mots un peu généraux. Mais enfin, quel est le contexte mondial en matière d'alimentation et qui très vite va nous amener à parler du contexte mondial en matière d'agriculture? C'est désormais assez bien connu. De fait, les choses bougent énormément. La population augmente, continue à augmenter. On nous a même dit la semaine dernière qu'alors qu'on pensait que ça plafonnerait à 9 milliards, le rythme de naissance dans certains pays n'a pas diminué, donc vraisemblablement on va aller jusqu'à 10 milliards. Là, je vous transcris ce que j'ai lu des démographes. Donc une population qui augmente, qui se concentre dans les villes. Vous savez qu'en 2008, donc, on est passé à l'égalité entre les populations rurales et urbaines, qui souhaitent manger plus et plus diversifié. Ça, c'est une histoire humaine constatée partout. Quand on commence à avoir plus de richesses, et on essaye de diversifier son alimentation, donc de manger des choses différentes plus souvent. Et puis, on a envie de produits animaux, sauf dans des endroits où culturellement le produit animal est très chargé. Par exemple, en Inde, on ne sait pas encore quelles seront les évolutions. Mais sinon, habituellement, il y a une plus grande demande de produits animaux, des produits laitiers, de la viande, du poisson. Et donc, un plus grand appel à des productions agricoles, puisqu'effectivement, il faudra plus de végétaux pour arriver à produire ces animaux. Et puis, on l'a vu tout à l'heure avec ces exemples assez passionnants d'innovation, une demande vis-à-vis du carbone fossile. Ce n'est pas tout à fait un hasard, du carbone renouvelable. L'énergie fossile devient plus chère. Elle devient plus rare sans doute, et donc on demande désormais aux végétaux d'être source de carbone, un carbone qui, grâce à la photosynthèse et au gaz carbonique de l'air, se fabrique très régulièrement. On demande donc aux végétaux de fournir des matériaux, on l'a vu tout à l'heure, on demande à travers le chanvre, on demande aux végétaux de fournir une partie des carburants, notamment des carburants liquides, on demande aux végétaux de fournir des produits à caractéristiques particulières, le stevia est un bon exemple et il y en a d'autres. Et on demande donc ces productions en respectant les ressources naturelles, puisque ces révolutions vertes qu'on a connues, on l'a vu, ont exercé une pression sur l'environnement sans doute trop forte pour avoir une durabilité du système transmis aux générations suivantes, donc en respectant mieux les ressources naturelles. Et tout ça, comme si c'était déjà pas assez compliqué, dans un contexte où le climat change. De fait, les changements climatiques, on le voit aujourd'hui, puisque une partie de votre région, je crois, a des sécheresses un peu singulières en ce moment, pas toutes, mais une partie, puisque vos témoignages sont plus rassurants là où vous êtes. Donc tout ça dans le cadre d'un changement climatique désormais confirmé. Alors quelque chose que j'avais envie de vous dire très vite, sur cette possibilité pour les agricultures de satisfaire à la demande de cette humanité en croissance, c'est qu'un des premiers facteurs, et sans doute on ne le dit pas assez, ce sont les régimes alimentaires. C'est-à-dire en fonction de ce que nous mangerons en moyenne sur la planète, la pression sur la production agricole sera extrêmement différente. On a fait une prospective qui s'appelle Agrimonde,
et avec deux scénarios. Un scénario, ça continue comme maintenant, donc on continue à augmenter globalement la consommation alimentaire, on continue à augmenter la consommation en produits animaux, et selon les tendances actuelles. C'est ce que j'ai appelé AG0. Vous voyez, il faut des petits noms de code. C'est la prolongation de la tendance actuelle. Et puis on a fait une hypothèse, donc comme pour les industriels qui partent de la demande, si on souhaite un système durable à l'échéance 2050, on prend un modèle alimentaire qui permet que tout le monde en mange à sa faim. On a pris 3000 kilocalories en moyenne sur tous les continents, dont 500 kilocalories d'origine animale. Vous savez que les ruminants, notamment, sont les seuls transformateurs qui nous permettent que l'herbe soit utilisée pour l'alimentation humaine de manière simple. Donc, 3000 kilocalories en moyenne, 500 kilocalories d'origine animale. Et vous voyez, et ça s'appelle AG1. Et vous voyez là la différence de croissance de production agricole selon si l'alimentation de l'humanité sera plutôt dans la prolongation de la consommation actuelle. Il faudrait au moins 80% d'augmentation de la production agricole, rien que pour répondre à la demande alimentaire, ou si on a un régime qui nous permet tous largement, 3000 kilocalories c'est large, de manger à notre faim avec 500 kilocalories d'origine animale, 28%, dois-je dire seulement, d'augmentation de la production agricole qui est à ce moment-là nécessaire. Bref, on voit qu'il y a des tensions dans les scénarios différents pour l'avenir. Il faudra de fait produire plus, il faudra de fait produire autrement. Vous parliez tout à l'heure, madame, du revenu de l'agriculteur. Il est évident que s'il n'y a plus de l'agriculteur, ça n'est même plus la peine de parler d'agriculture. Or, on aura besoin d'agriculture encore plus qu'aujourd'hui dans l'avenir, donc on aura besoin d'agriculteurs encore plus dans l'avenir qu'aujourd'hui. Mais au-delà, on aura besoin d'une agriculture qui respecte mieux qu'aujourd'hui les ressources naturelles, c'est ce que vous disiez en point numéro 2. Donc une agriculture qui produira plus, qui produira autrement et autre chose, puisqu'on aura besoin d'alimenter les biocarburants pour partie, les matériaux ou tous ces autres besoins du monde qui auparavant étaient remplis par ce carbone fossile qui deviendra plus rare et plus cher. Quelque chose d'autre que je voulais signaler dans le paysage, parce qu'on l'a peu dit dans le passé, je crois que ça commence à être un peu plus clair, un tiers de ce qui est produit est perdu ou gaspillé, en moyenne, c'est entre 30 et 50%. En moyenne dans le monde, c'est au moins un tiers, les chiffres de la FAO de la semaine dernière, un tiers de ce qui est produit est perdu ou gaspillé. Alors là, je vous montre dans ce graphique un peu compliqué, à gauche, c'est ce qui est produit aujourd'hui par habitant et par jour dans le monde. Et puis vous récoltez, vous avez déjà des pertes au champ, vous voyez, c'est la deuxième barrette, vous récoltez, vous n'êtes déjà plus qu'à 4000 kilocalories par habitant et par jour. Vous transformez une partie de ces végétaux produits en alimentation pour animaux, donc en produits animaux. Vous perdez, vous arrivez à 2800 kilocalories. Et puis après, toutes les pertes et les gaspillages dans les chaînes alimentaires, à tous les stades, y compris chez le consommateur, et vous arrivez à une disponibilité de 2000 kilocalories. Quand je vous dis qu'en moyenne, c'est 33% de pertes et gaspillages, aux États-Unis, c'est 30% de produits alimentaires perdus dans la transformation, la distribution, la logistique et chez le consommateur. En Grande-Bretagne, pareil. On n'a pas d'études sur la France, mais vraisemblablement, c'est à peu près du même ordre de grandeur. Et évidemment, les pertes dans les pays en voie de développement sont plus souvent situées à l'amont, c'est-à-dire aux champs. Donc un deuxième défi, en dehors du fait de changer le type de production agricole, c'est de réduire les pertes et les gaspillages. Et l'ordre de grandeur de 33% vous donne l'importance de réfléchir à ces questions-là. Réduire les pertes, ça peut être aussi, et on l'a vu dans le projet qui nous a été montré tout à l'heure avec Aguirre et Lec, recycler. Je veux dire, on peut aussi avoir des systèmes avec des économies qui s'alimentent du déchet de l'autre pour produire quelque chose de différent et de positif pour le système. Le troisième élément sur lequel je voulais revenir, c'est celui du carbone renouvelable. Donc le carbone, de fait, produit par l'eau, l'intrant, le soleil, l'air. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça produit énormément de biomasse sur la Terre, que ce soit de la biomasse végétale ou de la biomasse dans d'autres milieux, comme la mer. Et cette biomasse, au fond, elle est utilisée à beaucoup de choses. C'est une ressource qui, actuellement, est très, très minoritairement utilisée. Je crois que c'est à peu près
moins de 1%, beaucoup moins de 1% à l'échelle mondiale. Bon, elle n'est pas toujours facilement mobilisable, mais elle est utilisée pour beaucoup de choses, donc l'habitat, les transports, l'habillement, l'hygiène, l'alimentation, et tout ça utilisé par l'homme. Et au fond, le défi qui est désormais posé, c'est bien de penser ce système dans l'ensemble, c'est-à-dire de voir comment, avec la production accessible, la production disponible et accessible, on arrive à la fois à fournir, alors en anglais ils disent les 4 F, il y en a un qui a disparu ici, donc l'alimentation, food, l'alimentation pour les animaux, feed, les fibres pour les textiles ou pour le bâtiment, comme le chanvre de tout à l'heure, et les carburants, donc le fuel. Et c'est bien cette économie un peu complète qu'il faut qu'on essaye de réfléchir pour l'avenir, puisque l'agriculture ne produira pas seulement des aliments, elle les produira en priorité, mais également des aliments pour animaux, des fibres ou des carburants. Donc, troisième défi, c'est bien de penser ce système de manière globale. Le quatrième défi, bien sûr, c'est celui du changement climatique. Donc, on a maintenant établi le fait que, d'ores et déjà, les rendements des céréales stagnent partout dans le monde. Là, c'est un travail qui a été fait récemment sur une durée assez longue. Vous voyez, donc avec un rendement du blé qui habituellement était assez plat, arrivent les intrants, une très forte augmentation, et maintenant on stagne à nouveau. Il y a 15 jours, je crois qu'il y a eu un article dans Science qui dit que c'est vrai aussi au niveau du monde entier, c'est-à-dire qu'on a une stagnation des rendements, en moyenne, bien sûr, due au changement climatique. Pourquoi ? Sans doute parce que nos variétés ne sont pas bien adaptées aux nouvelles conditions, qu'au moment où les graines se remplissent, à des moments stratégiques, on n'est plus adapté aux conditions que la plante connaît. Donc il faut désormais penser à ce changement climatique dans deux directions. L'agriculture est le plus gros secteur de contribution au changement climatique quand on inclut les changements d'usage dus à la déforestation, et penser aussi à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc effectivement, pour avoir des plantes qui seront plus résistantes, ce qu'on appelle résilientes dans notre jargon, c'est-à-dire plus robustes, s'il n'y a pas tout à fait assez d'eau, s'il n'y a pas exactement les conditions qu'il faut à un moment donné. Donc voilà les 4 défis que je retiendrai comme des défis essentiels pour préparer les agricultures de demain et les alimentations de demain, puisque c'est bien de diversité dont on continuera à parler, me semble-t-il, ici et ailleurs d'ailleurs. Mon deuxième point, c'était de vous dire un peu, dans les laboratoires, au fond, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table. Vous avez d'ailleurs tout à l'heure déjà parlé de plusieurs exemples extrêmement intéressants. Alors, de fait, la génétique est encore et toujours une très, très grande source d'innovation pour l'avenir. Je sais que plusieurs sociétés dans la salle sont des sociétés de semences, ce n'est pas à elles que je devrais le dire, mais qu'il s'agisse de tournesols, qu'il s'agisse d'animaux, on en a parlé tout à l'heure, de fait, la génétique, aujourd'hui, quand je vous montrais les rendements du blé qui stagnent, heureusement qu'il y a toujours un progrès génétique de 1% par an, à peu près, dans ces cultures, sachant que ce sont les conditions agronomiques, d'autres conditions qui font que le résultat est une stagnation. Alors les pistes sont nombreuses. Vous avez tout à l'heure parlé des marqueurs. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui êtes initiés ou pas en matière de génétique, mais disons que l'idée, c'est dans le génome, donc d'abord de mieux comprendre le génome, dans le génome d'identifier des zones avec des propriétés qui sont liées à ces zones. Vous savez, pour les trouver, on les éteint, ce qu'on appelle les éteindre, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'elles soient plus actives ou plus là, et on voit que le caractère, à ce moment-là, ne s'exprime plus. Donc, c'est un travail sur le génome, sur le marquage de zones du génome qui sont liées à telle ou telle caractéristique. Et donc, après, ce travail, vous aviez vu les pipettes, et puis ces plaques, on va faire allumer. J'essaye de vous expliquer ce que sont des puces. Donc, on va voir si telle ou telle plante appliquée sur la plaque allume ou éteint telle ou telle case qui correspond à une propriété.